c'est mon feutre en fait. Bon, je vais l'utiliser et puis je vais... D'accord. C'est le vôtre? Non. De quoi? Non. Non. Bah, il était sur la table. Donc, je te le fais. Non, c'est moi qui l'ai amené, mais je me demande si j'ai pas pris à quelqu'un. Ah, c'est pas bien, hein. Alors, je vous propose de reprendre. Alors, pour cette conférence de fin de journée, on a l'immense plaisir d'accueillir Juliette Grange. Juliette Grange est professeure des universités à Tours. Elle dirige l'UFR de philosophie de Tours. Le département. De philosophie de Tours. Elle est spécialiste de la pensée française du XIXe siècle, des relations entre sciences humaines, éthique et politique. Donc elle a écrit L'idée de République. Elle a un ouvrage qui va paraître incessamment sous peu. En octobre. En octobre, sur l'extrême droite. Oui. Voilà. Et elle va nous parler donc de l'identité culturelle. Qu'est-ce que l'identité culturelle? Donc j'ai décidé de me poser cette question de manière en remettant en quelque sorte à plat les définitions, les attendus, de me demander qu'est-ce qu'on peut entendre par là tout simplement, parce que le terme de culture en français est très vague, surtout en philosophie. On se demande d'ailleurs s'il faut employer le singulier ou le pluriel, la culture, les cultures. En allemand, nous avons peut-être des acceptions plus précises, mais on verra un petit peu plus loin. Les notions de culture, civilisation, on peut y ajouter celle de Bildung, qui veut dire former, façonner, construire, qui est également traduite en français par le mot culture. Dans le langage courant, l'adjectif culturel est devenu si vague que l'on peut parler du tout culturel dans un sens peu flatteur. Le journalisme intellectuel, une partie de la philosophie politique, par le terme de multiculturalisme, propose la reconnaissance, dans le cadre politique moderne, de l'existence de groupes, d'ethnies ou de communautés. Et généralement, on raisonne aussi bien sur les Catalans que sur les homosexuels, sur les femmes, qui sont quand même la moitié de la population, plus de la moitié de la population, ou sur les Inuits, avec le même vocabulaire et apparemment, toute première analyse en tout cas, les mêmes notions. Donc, il convient, me semble-t-il, d'essayer de préciser, mais j'y arriverai certainement pas, ce qu'on entend par identité culturelle. Seuls peut-être les ethnologues ou les historiens emploient sans trop d'équivoque le terme de culture, quoique les premiers nous indiquent essentiellement qu'elles sont mortes ou en voie de disparition. Ce sont les ethnologues. L'identité, quant à elle, est un concept fascinant pour les philosophes et les logiciens, mais je ne développerai pas beaucoup ce point, car usuellement elle est indéfinissable. Citation de Frege, « Puisque toute définition est une identité, l'identité elle-même ne saurait être définie. » Ou Searle, « L'identité est absolument indéfinissable. » On tentera de cerner une acception restreinte, utile à notre propos, de la notion d'identité culturelle. La philosophie politique contemporaine, en particulier par la diffusion et la discussion de thèses dites multiculturalistes, tend essentiellement à proposer de passer d'une perspective normative et universaliste à la reconnaissance politique, à la reconnaissance juridique aussi, des cultures et traditions vécues, dans le cadre de la philosophie et de la pensée politique moderne. L'essentiel de la polémique porte, dans une dimension plus morale que politique, dans les écrits donc de philosophie politique contemporaine concernant le multiculturalisme, sur le statut et la définition du sujet humain. Tient-il son identité à l'origine d'un enracinement dans une culture particulière, ou bien est-il libre, autonome, du fait de son lien à la raison et à l'universel? Les multiculturalistes récusent précisément l'autonomie du sujet. Par conséquent, également, ils nient toute validité aux théories du contrat social, par exemple, nées donc à partir des volontés individuelles. Il est aussi question dans ce débat du statut même de la modernité. Le sujet moderne est-il libre du fait d'avoir rompu avec les traditions, les mythes, les communautés traditionnelles, ou alors la liberté moderne n'est-elle qu'illusion? Dans une première partie, je m'attacherai à 3 champs de définition du terme de culture. Ensuite, je tenterai de dresser un tableau plutôt philosophique, donc des définitions de ce qu'on peut appeler culture. Ensuite, je me poserai la question de la définition précise du multiculturalisme dans le champ contemporain, avant de conclure sur une définition
restreinte et sans doute transitoire de ce terme d'identité culturelle. Donc il y aurait d'après moi, mais il y en a certainement d'autres, 3 champs de définition du terme de culture. Tout d'abord, il faut mentionner une acception ontologique en quelque sorte, c'est la théorie classique que vous avez peut-être étudiée en classe de terminale, du rapport d'opposition ou de complémentarité entre 2 ordres opposés, la nature et la culture. Au-delà de l'animalité, l'humanité existe dans l'ordre du symbolique. Par différence avec le signe ou le signal, une spirale tracée sur un rocher, des points sur une coquille, indique la présence du symbolique. Plus largement, la culture, donc, dans ce cadre-là, est un système de fonctions et de pratiques coordonnées entre elles et comportant une dimension symbolique. Ceci est un thème de philosophie académique et concerne l'individu aussi bien que l'humanité entière. Je n'en traiterai pas ici directement. C'est pour mémoire et inventaire. Ensuite, on peut définir un sens anthropologique du terme de culture. Et c'est l'ethnologie comme science qui étudie donc les cultures depuis au moins le dernier tiers du XIXe siècle. La culture est alors la manière dont une population donnée, à un certain moment de son histoire, réalise la culture au sens ontologique que j'ai mentionné. C'est donc un ensemble d'habitudes et de représentations mentales constituées en système et diffusées à tous les membres d'une même population. Les différentes composantes ne font sens qu'à l'intérieur d'une totalité intégrée et se conditionnent réciproquement. Taylor, qui a été mentionné tout à l'heure, dans un des premiers textes ethnologiques, Primitive Culture, 1871, écrit la chose suivante. Le mot culture, pris dans son sens ethnographique le plus étendu, désigne ce tout complexe comprenant les sciences, les croyances, les arts, la morale, les lois, les coutumes et les autres facultés acquises par l'homme dans l'état social. Fin de citation. Pour repérer cette unité, l'anthropologie étudie en général des groupes humains de dimension restreinte, assez souvent sans écriture, groupes fortement différenciés, sinon indépendants des populations proches. L'unité culturelle ainsi définie, ou l'identité culturelle, permet donc de référer la culture à un groupe comme entité visiblement autonome, semblable presque donc à la singularité individuelle. Donc c'est en considérant une société humaine comme une sorte d'individu singulier, enfin, en transposant la singularité individuelle sur un groupe humain, socialisé donc, que dans une forme d'évidence et de naturalisation, l'identité culturelle est considérée par les ethnologues, a été longtemps considérée comme une forme de personnalité collective qui permet justement de considérer chaque culture comme une singularité. Donc forgée par l'ethnologie, la notion d'identité culturelle sera étendue à des entités sociologiques, par exemple aux diverses classes d'une même société ou aux minorités ethniques ou religieuses à l'intérieur des États modernes. Puis, par extension, le terme de culture ou d'identité culturelle va s'appliquer à tout groupe subsistant dans le temps, qu'il s'agisse, alors on parle de culture d'entreprise, de culture professionnelle, donc il s'agisse d'une institution, d'une entreprise, voire même d'une famille. Chaque collectivité humaine, petite ou grande, quel que soit son mode de constitution, est supposée avoir sa culture propre. De ces différentes extensions, je discuterai un petit peu plus loin. Donc ça, c'était le deuxième terme du mot culture. Il existe un troisième terme qu'on peut dire classique, la culture comme processus individuel, comme exercice persévérant et diversifié des facultés de l'esprit, comme contact réitéré avec des œuvres de l'esprit, l'art, la littérature, la philosophie, les sciences, parmi d'autres choses. Liste non limitative. C'est par une approche des œuvres, auxquelles s'ajoute la connaissance nécessaire des langues, par exemple les langues anciennes, que la culture donc est l'accès à l'immensité des choses faites et senties par les hommes. Elle a immédiatement un sens moral. L'homme cultivé serait respectueux et curieux des autres hommes. Toute culture particulière, dans ce cadre-là, donc de troisième définition de l'identité de la culture,
Toute culture particulière, qu'elle soit, alors une culture particulière, là c'est l'accès à un domaine de la réalisation de l'esprit, donc ça peut être la littérature, la musique, les mathématiques, la philosophie. Donc toute culture particulière consiste en quelque sorte en une sagesse spécialisée, mais a aussi pour caractéristique d'être médiatrice vers la généralité, voire l'universalité des hommes et des œuvres. Alors là, je décris une définition de la culture. Je ne dis pas qu'elle est soutenable ou même défendable, mais par différence avec les deux précédentes. Donc, la culture ainsi comprise est une idée. Elle personnalise et construit l'individu. Elle est donc constitutive aussi d'une identité individuelle. Mais également, elle permet de franchir les barrières de l'individualité, d'élargir le moi aux dimensions de l'humanité. Ces trois sens ne sont pas indépendants. Le premier concerne l'humanité en général. La seconde acception s'intéresse à des groupes humains de taille restreinte, objets de connaissance pour les sciences humaines, et que l'on aborde plus facilement de l'extérieur. Pour le groupe qui possède la culture en question, ce n'est pas un objet de connaissance. Le troisième sens concerne essentiellement les personnes, au-delà de tout groupe particulier, et on retrouve l'universel et l'humanité en général. En philosophie politique contemporaine, le débat porte essentiellement sur l'opposition entre une conception pluraliste de la culture, donc au deuxième sens, et une conception humaniste de l'universalisme classique. C'est-à-dire, en fait, oppose, avec beaucoup de variantes et beaucoup de sophistication dans certains cas, la définition que j'ai appelée numéro 2 de la culture et la troisième. Il s'agit en fait de se poser, en philosophie politique contemporaine, la question des droits politiques des cultures, comprises au sens 2, à l'intérieur des États modernes ou dans un cadre européen. Ce débat politique et philosophique est suivi d'une mise en œuvre directement politique et juridique sur les droits culturels, par exemple dans le cadre européen ou en Amérique du Nord. Il s'agit alors non plus de reconnaître ce que nous faisons classiquement des droits aux citoyens, aux personnes, aux individus, mais de reconnaître des droits à des groupes et de leur reconnaître des droits spécifiques. Les sens 2 et 3 s'opposeraient donc, comme s'opposent l'universel et le particulier, l'unitisme politique et le pluralisme. Un intense débat, plus idéologique que philosophique, a eu lieu en France et aussi un petit peu partout dans le monde. Pour dépasser ce cadre polémique, il s'agit d'affiner, me semble-t-il, il faut affiner d'abord l'approche de la culture au sens 3, sens souvent polémiquement défini comme abstrait, européocentrique, occidentalocentrique. Alors je reviendrai à l'origine de cette définition de la culture, donc au sens 3, à Cicéron, qui dans les Tusculanes, livre 2, 13, c'est à lui que l'on doit d'avoir, peut-être pour la première fois, mais je veux bien être contredite, appliquer le mot culture à l'esprit et non plus simplement au sol et à la terre. Citation, un champ, si fertile soit-il, ne peut pas être productif sans culture, et c'est la même chose pour l'âme sans enseignement. Fin de citation. Donc c'est la cultura animi, la culture de l'âme, la philosophie, qui, d'après Cicéron, extirpe radicalement les vices, mais les âmes en état de recevoir les semences, leur confie et pour ainsi dire sème ce qui est une fois développé et jettera la plus abondante des récoltes. C'est une sorte de citation libre de Cicéron. C'est seulement au XVIIe siècle que le terme humanitas, au sens des humanités, est employé couramment et désigne justement cette vie de la pensée. L'ensemble des critères intemporels dans l'ordre intellectuel ou esthétique décidé au tribunal des valeurs, celui de la fin commune à l'humanité. Ces humanités, donc, s'articulent à l'encyclopédie, à la culture générale, avec un lien évident à la philosophie. En allemand, vers le milieu du XVIIIe siècle, on définit la civilisation, par opposition à la barbarie, par les aspects extérieurs et mondains de la culture artistique et littéraire. On oppose à cette civilisation la Bildung, peut-être d'après moi la définition de la culture au sens 3, c'est-à-dire ce processus intérieur d'acquisition d'une discipline, au sens d'une discipline académique ou d'un art, acquisition qui permet la constitution de la maturation intellectuelle et morale de l'individu. Cette tentative s'approche d'un idéal intellectuel
qui constitue proprement l'éducation et permet d'ailleurs de devenir pleinement un homme. Donc voici ce que je peux proposer comme point fait donc sur les différentes définitions de la culture. Vous voyez qu'elles sont diverses et que nous abordons des champs aussi bien politiques que philosophiques assez hétérogènes. Tout n'est-il pas clair donc ? Les sens 2 concerneraient les groupes humains particuliers avant la modernité occidentale. Le sens 3 du mot culture concernerait l'éducation de l'individu dans les élites occidentales lettrées, en référence à une conception savante de la culture de l'âme. Ce sens serait en crise, si l'on en croit Hannah Arendt, qui assimile d'une manière cohérente crise de la culture ainsi comprise et crise de l'éducation. Or, le troisième sens ne succède pas au second, d'après moi. Le sens ethnologique naît plus tardivement que l'individualisme humaniste. Déjà, au début du XIXe siècle, Novalis, les frères Schlegel, Herder transposent les catégories de la Bildung, forgées entre autres par Kant et Schiller, du général au particulier. La culture allemande, la culture grecque, etc. sont supposées être des formes particulières par lesquelles les peuples deviennent eux-mêmes. Coutumes, religion, poésie, folklore seraient ainsi lisibles ensemble comme l'émanation d'une communauté particulière. La culture n'est plus alors position d'une fin commune à l'humanité, et les manifestations à la fois politiques et spirituelles par les mœurs, les œuvres, les traditions, l'art de tel ou tel peuple particulier. La linguistique comparée, l'ethnologie naissent ainsi dans ce contexte, comme postérité du romantisme en Allemagne puis en Angleterre. Chaque peuple est assimilé à un individu, il a un génie particulier, c'est-à-dire que l'on remarque une cohérence dans un faisceau de caractères distinctifs. On peut se demander si c'est le lieu, le territoire naturel occupé, le sang, la tradition qui donnent une identité à la culture d'un peuple ainsi comprise. Les différentes doctrines existent, on le verra. On peut conclure à ce stade de la réflexion qu'il est établi que la version universaliste de la culture précède sa particularisation romantique et que c'est dès le XIXe siècle que l'idée de culture est l'objet de dissentiments ou de dissensus politiques et philosophiques. On oppose déjà aux idéaux des Lumières une définition désignée comme naturelle de la diversité des cultures nationales, par exemple, alors que cette seconde définition naît en fait de la première. Les tentatives de conciliation entre le sens 2, que je dirais ethnologique, et le sens 3, que je dis classique du terme de culture, sont nombreuses. Un philosophe comme Cassirer justifie, dans un cadre kantien, l'existence de différentes formes de culture, dans cet ouvrage majeur qui s'appelle Philosophie des formes symboliques, incluant toutes les formes ou tous les types de connaissances et pratiques humaines, des sciences exactes à la religion. Élargissant la définition kantienne de la raison, il élabore une critique de la culture dans le but d'asseoir définitivement le troisième sens de ce mot. Cette tentative prend place dans la lignée de celles nombreuses qui, depuis Herder, s'efforcent d'intégrer le particularisme des cultures à l'universalisme de la culture. Pour Herder, chaque culture est un moment de l'histoire de l'humanité qui concilie appartenance à une culture nationale particulière et culture universelle. Certes, dans cette conception, chaque époque, chaque culture a une égale dignité. Les philosophes du progrès institueraient à tort un critère de jugement. Mais ceux qui défendent les anciens contre les modernes font de même, car en définitive, il n'y aurait ni supériorité ni infériorité de telle époque ou de tel peuple, puisqu'il n'y a pas de télos dans l'histoire qui justifierait de considérer la culture occidentale actuelle comme supérieure. Être homme serait donc, dans ce cadre, appartenir à une culture particulière et à un moment historique précis, mais pas seulement. Enracinés dans un sol, situés dans une époque, les hommes en effet échappent néanmoins au particularisme dans cette doctrine et passent de la nécessaire appartenance à une communauté à la Bildung. On trouve ça dans Conversation de Goethe avec Eckermann par exemple, car le beau n'est pas le typique. La littérature nationale n'est pas isolée, elle conduit à l'art universel. De la même façon, la révolte ou l'émancipation spécifique ont un sens pour l'humanité entière. La poésie de Césaire peut être lue par tous. Citation : comme homme, comme citoyen, le poète aimera sa patrie. Mais la patrie de sa puissance et de son action poétique, c'est le bon, le noble, le beau. Fin de citation, donc Goethe écrit sur l'art.
Le particulier, donc, mène au général. Le respect herderien des peuples et des cultures conduit à un humanisme cosmopolitique. La littérature, qui s'exprime toujours dans une langue nationale particulière, transcende néanmoins les différences de temps et de lieu. On peut traduire un roman chinois, un poème japonais, une tragédie grecque, un roman moderne participent comme réalisation de l'esprit humain à la culture humaine en général. De même, la culture d'une discipline particulière, d'un art, d'une langue, amène naturellement à la culture générale, à l'esprit d'ouverture, elle dispose à la paix. Affirmer que toute humanité s'ancre dans la particularité n'amène pas nécessairement à considérer les cultures comme étrangères les unes aux autres, dans le temps et dans l'histoire. Donc l'humanité, en général, si l'on en croit Goethe ou Herder, se donne au travers même de la diversité, du travail des singularités, car il y a possibilité d'intercompréhension. Ce passage du particulier au général par un mouvement qui ramène à une singularité constitue l'identité du sujet individuel. C'est à proprement parler l'éducation. Il ne s'agit pas de simplement recevoir ou de pénétrer un tout cohérent qui serait la culture, sur le mode de la définition de Simmel, dans un très beau texte qui s'appelle « La tragédie de la culture ne va pas sans heurts. Une tension s'établit, ce qui permet la vie de l'âme individuelle d'une certaine façon, appartenir à une culture ou à un art particulier, en même temps la tue, cette âme individuelle, et l'étouffe. En effet, le moi acquiert sa substantialité du fait d'emprunter à l'extérieur, dans l'odeur de la vie propre à une famille, une communauté d'origine, une autre donnée, la culture en général. La singularité de la vie intérieure et la pesante des œuvres extérieures peuvent-elles se concilier ? La vie intérieure, la créativité ne sont-elles pas empêchées par la culture comme passé ou citation du passé ? C'est Simmel toujours dans La tragédie de la culture. C'est une citation libre. C'est l'expression de Cassirer, structure dialectique de la conscience culturelle, cette tragédie, cette tension tragique, de même que le perpétuel conflit entre les diverses cultures particulières, serait irréductible. La culture est une tragédie, mais aussi à ce titre une nécessaire catharsis pour l'humanité, qui se forme ainsi elle-même activement, en exposant dans le langage et dans l'art ses déchirantes différences et ses profondes parentés. Le problème à la fois politique et épistémologique, alors, est le suivant. Le terme de culture a-t-il le même sens lorsqu'il concerne les sociétés dictateurs primitives ou lorsqu'il concerne des groupes humains vastes, différenciés, sujets à des changements et profondément intriqués entre eux ? Le défi relativiste, qui s'est développé en particulier au travers de l'ethnologie, amène à poser qu'il faut parler au pluriel des cultures. Aucune société ne cultiverait un idéal d'homme en général. L'idéal de culture, l'idée d'un progrès absolu de l'humanité serait le masque de l'imposition d'une culture ethnocentrique et violente, celle des élites en Occident. Cette analyse n'est pas le fait des ethnologues eux-mêmes, témoins de la distinction établie par Lévi-Strauss entre sociétés froides, on nous en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des groupes humains de dimension réduite, fortement solidaires, et sociétés chaudes, c'est-à-dire des sociétés étendues, intégrant de manière cumulative des changements. Pour Lévi-Strauss, il conviendrait d'appeler civilisation les systèmes culturels évolutifs englobant des millions plutôt que des milliers d'hommes, civilisations dans lesquelles existeraient des groupes parfois divers ou antagonistes. Ceci précisé, sans donc que je parvienne à une position définitive, qu'est-ce que le multiculturalisme dans les doctrines de philosophie politique contemporaine ? Alors je m'appuierai essentiellement sur un ouvrage de vulgarisation de Charles Taylor, qui est un des meilleurs représentants philosophiques de ce courant en philosophie politique contemporaine. Ce texte s'appelle « Multiculturalisme, différence et démocratie ». Je ne sais plus, c'est chez Aubier, mais j'ai peut-être une édition un petit peu ancienne et peut-être est-il paru en poche depuis. Pour cet auteur, le sujet individuel n'existe pas en tant que tel. Les individus s'éduquent et se construisent du fait qu'ils appartiennent à un groupe. Il n'y a pas d'homme en général, et le multiculturalisme reprend l'affirmation très souvent citée d'un magnifique auteur méconnu du XIXe siècle, Joseph de Maistre. Citation, « Il n'y a point d'homme dans le monde, j'ai vu dans ma vie des Français, des Italiens, des Russes. Je sais même grâce à Montesquieu qu'on peut être persan, mais quant à l'homme, je déclare de l'avoir rencontré de ma vie, s'il existe, c'est à mon insu. » Fin de citation.
Le multiculturalisme revendique un espace social et politique neutre dans lequel se juxtaposeraient les différentes cultures ou groupes humains sans se mélanger ou se modifier, groupes déjà là en quelque sorte et qui de ce fait devraient obtenir des institutions une forme d'équité dans leur reconnaissance de leurs mœurs, de leurs pratiques, de leurs traditions. Le multiculturalisme de Taylor est dit non radical dans la mesure où l'espace commun, l'articulation politique entre les cultures est postulée et recherchée à l'intérieur d'un État moderne démocratique. Dans d'autres doctrines plus extrémistes, il s'agit d'un nouveau obscisme, la guerre de tous contre tous, non plus entre individus mais entre groupes. On l'oubliera pour l'instant. Le multiculturalisme donc ne s'inspire pas réellement de l'ethnologie, qui d'ailleurs veille à ne pas transposer le modèle des sociétés fermées des groupes restreints aux sociétés chaudes et aux civilisations. Il n'existe pas cependant pour lui de culture, pour le multiculturalisme, de culture qu'au sens de. À la question « qui suis-je ?», il convient de répondre d'abord par la référence à l'appartenance à une culture communautaire et non par référence, c'est notre républicanisme français par exemple, à la volonté des individus. On peut, voilà, volonté d'être français, quelle que soit l'appartenance originaire à des groupes, donc sans référence à la volonté des individus ou à l'autodétermination pour les peuples. Et non pas non plus à la raison universelle abstraite ou à l'égalité entre les individus et les personnes comme idée constitutive de l'humanité. Les multiculturalistes ne sont ni réactionnaires ni antidémocrates. D'après eux, les démocraties ou l'espace du droit international doivent être compris comme le lieu de coexistence des communautés culturelles, comprises comme des entités vivantes et naturelles qui peuvent être de constitution assez récente, irréductibles les unes aux autres. En fait, le multiculturalisme est plus postmoderne qu'antimoderne. Les multiculturalistes veulent opérer une réaction face à la solitude, à l'anomie, à la déréliction morale supposée des masses modernes, à la crise du lien social même. Ils sont les théoriciens des enclaves homogènes, des zones urbaines réservées à des catégories particulières. L'égalité démocratique esquissée par la reconnaissance des droits individuels doit, d'après eux, se perfectionner, reconnaître les identités culturelles spécifiques des citoyens, c'est-à-dire leur appartenance à des entités culturelles spécifiques. Le sujet individuel n'est plus cette monade d'emblée autonome, cette neutralité raisonnable, ce rapport intériorisé à soi-même. C'est dans le vif de leurs sentiments, par l'appartenance originaire à des groupes, que les individus sont générés ou modelés. Ils peuvent évidemment s'auto-transformer à partir de cette position initiale, mais c'est à partir d'elle qu'ils évoluent, et non en s'auto-déterminant volontairement. C'est donc du statut philosophique du sujet, de ce qui le fonde essentiellement, les sentiments, les émotions, plutôt que la raison, de son degré d'autonomie qu'il est question dans le multiculturalisme. Reconnaître les droits des personnes veut dire, dans ce cadre-là, reconnaître leur dignité, leurs identités réelles. Proposer de les respecter de manière égalitaire veut dire reconnaître également ce qui constitue ces identités entendues comme différentes, c'est-à-dire les cultures. La démocratie, pour les multiculturalistes, tient par conséquent essentiellement à l'expression politique d'identité sociale, sexuelle, ethnique, religieuse. Elle permet la reconnaissance des sujets individuels dans leur spécificité, dans ce qui les constitue vraiment. Puisque l'humanité se décline au pluriel, les droits de l'homme ne doivent plus être conçus comme des droits de l'individu au sens abstrait et universel. Ainsi est revendiquée ce que j'appellerais la validité universelle du particularisme, ce qui semble un paradoxe. Chez les idéologues du multiculturalisme, qui ne sont pas les philosophes, la reconnaissance universelle du particularisme s'accompagne de la particularisation de l'universalisme. Le républicanisme, la revendication de la culture humanisme ou de la Bildung, d'après ces idéologues, serait le fait d'ayatollahs laïcs, d'intégristes de la modernité. Même la loi anti-secte, dans le cadre français, apparaît alors comme liberticide et le jacobinisme comme une variante du fascisme. C'est proposé dans un cadre très idéologique et très polémique. Donc les multiculturalistes radicaux assimilent leur combat pour la reconnaissance politique des spécificités ethniques ou culturelles aux luttes des anciennes colonies pour leur libération. Dans ce cadre, chaque culture est un tout indivisible, compris d'une manière holistique sur le mode des cultures dites primitives,
les représentants de chacune, donc, étant supposés reconnaître, peut-être de l'extérieur, la valeur d'autres traditions. Donc le multiculturalisme ne favorise pas exclusivement les communautés dites traditionnelles, les sociétés fermées ou les ethnies, mais indique que la postmodernité elle-même serait tribale. Donc tout groupe humain, quelle que soit sa taille et sa définition, serait porteur de valeurs et devrait être considéré comme une communauté culturelle. Les citoyens des États-nations républicains modernes n'appartiendraient à ces ensembles politiques supposés abstraits que du fait d'un lien de nature finalement communautaire. Quoique la chose est supposée être niée, le civisme, le patriotisme, le républicanisme ne se constitueraient pas en référence à des principes universels, mais en fait seraient des cultures particulières. Déjà au début du XIXe siècle, on disait que l'universalisme français, c'était les philosophes allemands, et c'était en fait la manière qu'avaient les Français d'exprimer leur particularité au travers d'un universalisme. Donc, la démocratie elle-même serait une forme de tradition occidentale des sociétés modernes. Donc, les sociétés libérales modernes seraient finalement communautaires, mais masqueraient cette réalité. Le multiculturalisme idéologique, dont je viens d'en parler, est assez pauvre. Le multiculturalisme philosophique est plus consistant. Donc, mais néanmoins, il comporte une critique idéologique, peut-être des droits de l'homme et de l'État-nation, donc une transposition peut-être hâtive aux sociétés multiculturelles contemporaines d'une définition de la culture empruntée à l'ethnologie. Donc sans entrer dans la polémique et plaider pour la culture au sens 3, on pourrait exiger que soit définie la nature et l'espace des cultures, donc cet espace supposé politique permettant leur coexistence nationale ou internationale. Parce que donc le multiculturalisme philosophique ou idéologique suppose d'emblée possible, sans guerre civile, cette capacité politique de la démocratie moderne, enfin pour les plus modérés des multiculturalistes, de travailler juridiquement et politiquement à rendre juxtaposables les différents groupes culturels. Et même les démocraties modernes auraient ce but. Donc je pense que, même si la problématique est intéressante, il faut se poser la question de la nature de cet espace, qui est un nouvel espace politique, et qui est supposé donc permettre la coexistence, aussi bien au niveau national et international, des différentes cultures. Pour ce faire, je poserai à nouveau donc la question de l'identité culturelle d'un individu et celle de ce que veut dire appartenir à un groupe, à une société ou à une culture. Laissant de côté le travail de Charles Taylor, avec un certain nombre, c'est un travail très sophistiqué, très savant, avec des livre très conséquent, pas celui que j'ai cité, mais d'autres. Néanmoins, peut-être y a-t-il finalement une certaine simplification, et j'examinerai certaines propositions d'un autre philosophe, théoricien du multiculturalisme, Walzer, W-A-L-Z-E-R, qui en particulier dans le chapitre 2 d'un ouvrage qui s'appelle Sphère de justice, enfin dans le titre français en tout cas, chapitre 2 qui s'intitule L'appartenance, où donc, de manière assez fine à mes yeux, Walzer tente de préciser ce que veut dire appartenir à un groupe humain à travers le problème des étrangers et de leur admission. Parce que donc, ce que je reproche, entre guillemets, au multiculturalisme de Taylor, ou ce que j'ai désigné comme un multiculturalisme polémique et idéologique, c'est de prendre la définition du terme de culture, de la sortir de son champ, de considérer que les communautés culturelles, mettons communautés d'immigration, minorités en ce qui concerne le sexe, d'autres collectivités nouvelles ou anciennes, donc ont une identité facile à définir et qu'il convient d'approcher en fait comme la transposition des cultures holistiques, des petits groupes humains qu'ont examiné brillamment les ethnologues. Donc, se poser la question de ce que veut dire l'appartenance culturelle, cette fois-ci donc dans le monde moderne ou même postmoderne,
permet peut-être d'affiner un peu la perspective et de sortir d'une polémique entre universalisme de la culture au sens 3 et particularisme de la culture au sens 2. Appartenir à une communauté humaine quelconque est un bien humain premier que nous recevons naturellement, dit Walzer. Cette valeur a un sens donné par le travail et la communication. Nous pouvons en faire le don aux étrangers. Il y a, d'après Sphere of Justice, 3 manières d'admettre dans un groupe de nouveaux membres. Alors vous voyez qu'il se pose un problème différent de celui du multiculturalisme de Taylor dont je parlais tout à l'heure. Donc il s'agit de se demander qu'est-ce qu'appartenir à une communauté en ne postulant pas une appartenance évidente, naturelle, native, mais plutôt en se demandant au travers de comment changer de communauté ou comment appartenir à une communauté lorsqu'on arrive isolément et en statut de réfugié ou pour diverses raisons, si on est transfuge. Qu'est-ce qu'appartenir à une communauté? Qu'est-ce que recevoir aussi un étranger? Qu'est-ce que faire don de l'appartenance à un étranger? Qui est un problème que je pense être assez intéressant. Donc, pour Walzer, je ne suis pas sûre de reconnaître ses conclusions, mais je pense que c'est cette question-là qui est importante. L'appartenance, ou disons l'admission à l'appartenance à un groupe, se ferait sur le mode qu'il nomme de l'appartenance à un quartier. Il convient de résider dans un espace donné pendant une durée suffisante. On peut être né là, mais aussi être venu par hasard ou par choix. Donc, Aristote récusait la nature politique de cette forme d'appartenance. Citation, un citoyen ne peut pas devenir membre de la cité du simple fait d'y habiter. Fin de citation. Mais Walzer estime que donc le fait d'appartenir à un espace peut être un des modes de définition, pendant un temps assez long, de définition de l'appartenance. Le second mode d'appartenance est celui du club. Pour être admis, il faut postuler et être coopté. Les nouveaux membres font un choix. Une profession de foi explicite ou implicite revendique les valeurs proclamées ou pratiquées par le club, quel que soit finalement le but du club. La postulation est individuelle et de même la cooptation. Ceci est désigné comme la tradition française en ce qui concerne la naturalisation. La troisième forme d'appartenance se ferait sur le mode de la famille. Une personne ou un ensemble de personnes serait accepté comme membre d'un groupe du fait de l'état de nécessité et de dénuement dans lequel il se trouve. Les étrangers ou réfugiés seraient des hôtes que l'on protège d'une menace physique. Cette forme d'admission définit l'appartenance comme une forme de solidarité concrète dont la coopération familiale serait le modèle. Ce modèle familial du collectif s'opposera à l'individualisme moderne, cynique et désincarné, utilitariste et calculateur. Donc, Walzer également, comme Taylor, récuse en partie l'individualisme moderne et s'intéresse donc au transfert d'appartenance. La raison, pour ces penseurs, ne saurait être dégagée des cultures. Envisager un sujet purement rationnel serait une aberration. Le sujet répond à la question « qui suis-je ?», qui est la question de l'identité, par le paradoxe du doute. Le jeu moderne est celui du doute, la seule certitude étant ce doute lui-même. La fragilité de cette identité moderne dans l'énorme travail de Taylor qui s'appelle « Les sources du moi » à la fin, donc est très bien analysé et décrit. Ces penseurs proposent au contraire de revendiquer l'authenticité d'un rapport originaire à soi, la fidélité du sujet à sa propre originalité et reconnaissance d'une identité substantielle et statique, qu'il s'agisse d'un sujet individuel ou d'un volk par exemple. Le moi individuel est enclavé et enraciné, il reçoit d'abord de l'extérieur, de la communauté, son identité. Dans ce cadre-là, il ne s'agit pas de délibérer rationnellement, d'une manière procédurale, derrière le voile d'ignorance, dans l'oubli de toute identité sociale et culturelle, c'est la théorie de la justice de Rawls, mais de donner place à plusieurs conceptions du bien. Le multiculturalisme prescrit, citation, une formulation serrée et patiente des biens dont se réclament diverses familles spirituelles. Fin de citation, c'est dans Taylor, Les sources du moi. Les doctrines déontologiques, enfin contractualistes, qui tentent d'établir une justice politique à partir de la raison des sujets individuels, se voient opposer des doctrines téléologiques qui déploient des conceptions du bien données dans les religions ou les communautés historiques.
Donc c'est Walzer qui dit la chose suivante: une communauté qui donne la priorité à la justice peut-elle jamais être autre qu'une communauté d'étrangers? Fin de citation. Il conviendrait donc d'être des autochtones respectant les étrangers, corrigeant le libéralisme par le communautarisme, sans pour autant abandonner l'individualisme moderne, retournant aux sources du moi sans y renoncer. Donc j'ai dressé un tableau courageux, mais peut-être un peu confus, du multiculturalisme. C'est plutôt une série de questions intéressantes qui peut peut-être venir comme un résumé de cette proposition. Alors pour dépasser cette conception, malgré la richesse de sa proposition, parce que il convient de ne pas, à mon avis, nier la complexité fragile des individus et des communautés, on peut convoquer d'autres philosophes et se poser autrement la question de l'identité du sujet. Le sujet est constitué par le langage et l'échange, et l'identité du sujet est peut-être plus intersubjective que culturelle, puisque le reproche que font les multiculturalistes à la philosophie moderne, c'est d'avoir une philosophie du cogito qui articule une conception extrêmement individuelle et auto-référencée de la subjectivité, et propose une alternative qui serait l'appartenance à un groupe culturel. Il y a, me semble-t-il, d'autres voies, qui ne proposent pas obligatoirement un pluralisme culturel. Il existe une unique forme de raison moderne, même si celle-ci ne s'origine pas dans le seul sujet individuel. Ricoeur peut, par exemple, nous fournir quelques définitions précieuses car subtiles de ce qu'est l'identité subjective. Comme chacun le sait, il sépare en effet identité au sens de idem et identité au sens de l'ipsé. L'identité comme mêmeté, en anglais sameness, caractérise la permanence de ce que je suis, mais ce n'est pas l'identité comme ipséité, en anglais selfhood, qui est la permanence de qui je suis. Cette seconde définition caractérise le maintien de soi par l'imagination et la croyance, c'est une petite citation de Hume, le lien de continuité entre les phases successives de la vie. Ricoeur propose une herméneutique de soi et s'efforce de penser la dimension temporelle de l'existence. L'identité d'un sujet est l'unité narrative à l'échelle d'une vie entière, la trame qui perdure à travers les changements, l'ipsé qui chemine dans les différents autres que je deviens en me réalisant. En ce qui concerne l'identité culturelle, on peut peut-être risquer une transposition, rejoignant d'ailleurs certaines des propositions de Braudel dans l'identité de la France. Il n'y aurait pas d'identité culturelle au sens de l'idem, mais il convient de considérer une culture comme le maintien de soi, comme préservation d'un caractère, fidélité à nous-mêmes ou à soi-même au travers des mutations, fidélité qui n'est pas une constance objective, qui n'est pas une mêmeté, donc qui n'obéit pas à la définition de, semble-t-il, de la culture. L'identité tiendrait donc en définitive à une croyance, à un récit individuel ou collectif, maintenant donc cette identité fragile, identité non originaire, mais présente dans le lien établi au travers de transformations lentes ou rapides. La communauté alors, ou la culture, pas plus que le moi, ne serait déjà là ou définitivement là, mais tiendrait à ce travail de l'imagination et de la mémoire, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Il y a de très beaux livres sur cette question, Imagined Communities, L'invention d'une tradition, le livre de Benedict Anderson sur le nationalisme. Pour l'individu, c'est à l'échelle d'une vie entière que le moi établit son identité. C'est par, c'est l'expression de Dilthey, la connexion d'une vie que s'établit cette continuité qui se résume dans le caractère, le respect de la parole donnée et tenue. La personne, comptable de ses actes, est une entité plus éthique que psychologique. L'unité narrative d'une vie, la littérature, l'histoire pour les nations modernes, le récit mythique pour d'autres sociétés seraient au centre de toute constitution d'identité. Elles viseraient une vie bonne, elles ont qualification éthique, elles sont projet d'existence. Il convient donc, me semble-t-il, de complexifier la réflexion sur l'identité culturelle et sur l'identité individuelle d'ailleurs. Cette identité tiendrait à la mémoire et au récit, aux trames imaginaires des vies individuelles ou collectives, personnages qui rassemblent la diversité, histoire racontée, qui lie tout le divers que je suis dans la biographie ou qui constitue une communauté historique moderne.
La vie se rassemblerait donc dans ces formes de récits qui non seulement lient le passé et le présent, mais portent une anticipation, un horizon d'attente, c'est une expression de Koselleck, l'espérance qui est dans tout sujet, mais aussi dans toute collectivité. L'identité donc ne serait jamais close sur elle-même, le récit qui la constitue en croise d'autres, il y aurait enchevêtrement des histoires, rencontre d'autres sujets à qui raconter, d'autres cultures avec qui échanger ou polémiquer. Appartenir donc ne tiendrait ni au droit du sol ou du sang, ni à l'adhésion raisonnée et volontaire, mais à la participation à une narration collective. Les cultures traditionnelles ou modernes se donneraient donc toutes dans des mythes et récits, histoire ou littérature, structure dialectique mixte de tradition et de modernité, modernité transformée en tradition, tensions contradictoires, parfois tragiques, elles interagissent comme également les sujets individuels. Si elles sont singulières, elles ne sont pas des îles, des traditions substantielles et fermées. Il faut donc abandonner le modèle romantique des monades culturelles closes et stables que l'on attribue couramment et tout à fait faussement à Herder. Citation de Lévi-Strauss. Par conséquent, la diversité des cultures humaines ne doit pas nous inviter à une observation morcelant ou morcelée. Elle est moins fonction de l'isolement des groupes que des relations qui les unissent. C'est dans Race et Histoire. Le solipsisme que les multiculturalistes semblent emprunter à l'ethnologie, donc, me paraît contredit, en partie du moins, ou j'espère qu'il pourra l'être. Même les cultures dites primitives ne sont pas des isolats. Citation encore de Lévi-Strauss. L'exclusive fatalité, l'unique tare qui puisse affliger un groupe humain et l'empêcher de réaliser pleinement sa nature, c'est d'être seul. Fin de citation. Penser sur ce mode d'identité culturelle permet de dépasser la polémique idéologique principalement opposant deux modèles de la culture, l'universalisme et le particularisme, la culture savante et la culture vernaculaire, la culture occidentale et les communautés authentiques. Cela permet de ne pas s'en tenir au modèle somme toute si pauvre intellectuellement et si dangereux politiquement des formes les plus radicales du courant multiculturaliste. Une définition plus complexe de l'identité culturelle et individuelle peut éviter aussi bien la justification idéologique du nationalisme identitaire qu'une définition simplifiante du sujet humain. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai presque envie de dire aussi pour ce projet. Hein, on est un peu brouillon. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a de suite des questions? Non? Alors, oui? D'accord. Donc, j'arrive. Bonsoir, merci Madame pour cet exposé très érudit. Alors j'ai deux questions, une question de technique philosophe et puis une autre question peut-être plus dans votre sujet. La première question porte sur votre projet. Il me semble qu'il y a principalement deux notions d'identité. D'abord il y a la notion de, on pourrait dire logico-métaphysique, l'idée que par exemple A est identique à B. Donc par exemple qu'est-ce qui fait que moi aujourd'hui je suis la même personne que celle qui a bu un café hier. Et donc c'est la question à laquelle s'intéresse Paul Ricoeur dans Soi-même comme un autre, auquel vous faites allusion. Et puis il y a un deuxième sens d'identité, qui est celui qui est étudié par Vincent Descombes dans son dernier livre Les embarras de l'identité, et qui est un usage moderne là, qui vient du psychanalyste Erik Erikson, dans lequel on utilise l'identité pour désigner par exemple ce que vous avez appelé la personnalité, ou on aurait dit autrefois le caractère d'une nation, enfin d'un peuple ou d'une personne. Et il me semble que ces deux sens-là sont extrêmement différents. Et comme vous utilisez le sens, on pourrait dire, logico-métaphysique pour répondre à la question de l'identité culturelle, j'aimerais savoir quelle articulation, c'est ma première question, quelle articulation vous faites entre les deux sens, qu'il doit bien en avoir une, mais est-ce que vous avez une idée de comment les articuler? Alors, je n'ai pas du tout conscience d'avoir utilisé un concept logico-métaphysique que j'ai soigneusement évité. C'est assez intéressant, mais c'est difficile à projeter. Donc là, on reste complètement en philosophie politique.
ou en considération sur les sciences humaines. J'ai fait allusion au début, deux petites citations pour montrer que l'affaire de l'identité, en général en philosophie, c'est pas si simple, c'est une notion très très difficile à définir, mais bon, ensuite on passe totalement à autre chose, c'est-à-dire le sens logico-métaphysique, je l'ai évité, je ne sais pas si on peut s'en servir ici. C'est déjà, pour moi je ne suis pas très au clair, c'est plutôt un chantier ouvert là. Donc j'éviterai pour le moment de m'intéresser mais bon, voilà, par prudence, hein, pour ne pas me trouver embarqué dans des... Alors après, Descombes, je ne l'ai pas lu, je sais que ça existe, alors peut-être vous pouvez nous en dire plus, donc ça m'est difficile de comparer Ricoeur et Descombes dans la mesure où je ne sais pas ce qu'il... Alors vous pouvez peut-être nous dire en quoi donc une différence entre une conception ricordienne et descombienne, je ne sais pas si ça existe, pourrait être éclairant ici, particulièrement sur ce problème. Ah bah, moi je ne suis pas du tout spécialiste de la question, mais il me semblait que l'ouvrage de Descombes ne pouvait que vous intéresser parce que c'est une étude sur l'identité dans ce sens-là, justement. Et la question c'est... Parce que Ricoeur parle de... Je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais Ricoeur prend l'identité, la mêmeté ou l'ipséité, c'est l'identité dans le sens une chose est identique à une autre. C'est pas du tout le même sens que quand on dit l'identité de l'Espagne, par exemple. Et donc, c'est pas une question de... L'identité de l'Espagne, je ne m'avancerai pas, hein, ça paraît assez complexe. Quand il y a culture espagnole, qui est le sens que vous prenez. Mais bon... Moi, Ricoeur me permet simplement pas de sauver le sujet moderne, mais de considérer que la condamnation, par exemple dans les sources du mois de Taylor, c'est-à-dire la critique que le multiculturalisme adresse à la subjectivité moderne, peut-être s'articule à une définition assez pauvre de la subjectivité moderne et donc insuffler, ce qui est très classique maintenant, même peut-être un peu trop répété, la proposition ricoeurdienne, donc autour non plus de la mêmeté mais de l'ipséité, c'est-à-dire une sorte de constance malgré beaucoup de changements et avec une unité qui est plutôt le respect de principes malgré les variations de la parole donnée, le récit biographique que l'on s'adresse à soi-même et que l'on adresse aux autres. Donc ça me paraît une définition plus riche, hein, en fait, de l'identité subjective et individuelle. Mais j'ai introduit aussi l'idée, vous voyez que je ne suis pas complètement au clair, que beaucoup de choses peuvent se poser dans une intersubjectivité qui n'est pas du tout la même chose que penser son identité dans un cadre d'une culture communautaire, comme le fait Taylor. Donc je pense il faut discuter de ces questions, mais peut-être en n'opposant pas terme à terme une subjectivité moderne ou un volontarisme politique extrêmement abstrait et pauvre par rapport à une chair concrète, émotionnelle et ressentie des communautés. Je pense que le débat philosophique et politique peut être un petit peu plus riche. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Juste ma deuxième question très rapidement, parce qu'elle est beaucoup plus dans le... c'est juste, vous avez présenté le débat. Moi, je ne suis pas très au fait de ces questions, mais vous avez présenté le débat sur le multiculturalisme en disant d'un côté, on a les partisans d'un universalisme, qui est la tradition française, on pourrait dire. Et puis, on a d'un côté les partisans d'un pluriculturalisme, avec l'idée que, au fond, vous avez dit parfois, dans ce modèle-là, parce que la question, c'est qu'est-ce qui fait de nous les membres d'un même groupe politique, et dans la tradition universelle, ce qui fait de nous le membre d'un même groupe, c'est un idéal rationnel, ce genre de choses, et tandis que au fond, dans la tradition pluriculturelle, on ne comprend plus très bien comment on est le membre d'un même groupe, parce que chacun est refermé sur soi. On comprend comment on est membre d'un même groupe, mais autrement que dans un... Alors peut-être que alors il me semblait qu'il y avait une troisième position, et peut-être que c'est celle que vous avez décrire, c'est celle justement de Charles Taylor, qui consiste à dire que, au fond, puisque Charles Taylor est un philosophe québécois, il connaît bien le problème de la reconnaissance de la culture des Indiens canadiens, et l'idée que, au fond, la tradition universaliste s'est construite sur une violence, et qu'elle est faussement universaliste, c'est-à-dire que derrière le c'est tout à fait l'argument abstrait, il y a une violence exercée à l'endroit de certaines cultures particulières, et qu'on pourrait avoir un modèle universaliste, mais concret, dans lequel, au fond, les différentes cultures sont englobées dans une culture plus vaste, mais ce qui n'exclut pas la reconnaissance des cultures particulières. Et donc, je ne comprends pas très bien pourquoi vous présentez ça comme
enfin, vous reprochez ça d'une position idéologique qui tendrait à considérer le jacobinisme comme une forme de fascisme ou ce genre de choses. C'est pas du tout la position de Charles Taylor, me semble-t-il. Non, Il y a quelqu'un de beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus pondéré que ça, qui demande juste qu'il y a une conception démocratique qui n'est certes pas celle des Français, mais qui est tout à fait respectable et qui dit qu'on pourrait avoir une démocratie qui reconnaissent malgré tout des identités culturelles, mais simplement dans un englobement général, quoi. Et donc c'est beaucoup moins polémique que ce que vous avez l'air de dire, me semble-t-il. Enfin, Charles Taylor, c'est une chose, c'est un philosophe en effet très sérieux. Donc, en effet, la tension polémique ne le concerne pas. Néanmoins, il y a pas mal de textes, de blogs, etc., qui utilisent des parties sorties de leur contexte de son œuvre. Bon, il y a des questions comme celle-ci. Est-ce qu'un groupe humain a le droit de définir ses modalités de la manière dont il considère les femmes, par exemple, de manière autonome, ou est-ce que, en effet, il y a un espace politique universaliste qui fait que, de toute façon, les femmes ont des droits de l'homme universels, et donc il y a une forte tension sur des questions comme ça. Alors, Charles Taylor est un philosophe tout à fait élégant, parfaitement raisonnable, de tradition chrétienne, mais derrière, il y a des problèmes donc de groupes culturels et communautaires qui posent des difficultés plus grandes que de savoir si, étant juive, je peux m'absenter de mon travail à partir du coucher du soleil le vendredi soir. Ça fait partie des accommodements raisonnables préconisés par Taylor. Ça, bon, c'est tout à fait admissible, je pense. Après, quand il est question de droits des femmes, des droits fondamentaux, de polygamie, d'excision, les problèmes deviennent plus tendus. Et je pense que c'est pour ça que c'est une question vraiment très importante, parce que un cadre relativement raisonnable lorsque on pense au Canada, à Montréal, à la vie à Montréal, et qu'on pense que certains peuvent en effet disposer d'ascenseurs automatiques le samedi pour ne pas avoir appuyé sur des boutons, mais ensuite il y a dans nos espaces sociaux des problèmes beaucoup plus... Et donc le débat universalisme-particularisme, je pense qu'on peut pas se soustraire à cette grande difficulté. Donc on peut pas avoir des solutions académiques et extrêmement raisonnables. Par ailleurs, on le peut en partie, mais la question n'est pas résolue pour autant. Je sais pas si je suis claire. Donc vous dites il y a une polémique, vous rendez très polémique le multiculturalisme, mais malgré tout il y a un problème de fond. Et ces doctrines, même si elles ne visent pas les problèmes très, très difficiles à résoudre que nous avons, peuvent servir d'argument dans la reconnaissance de modes de vie, de mœurs qui nient les droits de l'homme, l'universalisme. Je ne sais pas si c'était clair. Autre question? Oui, merci pour l'exposé. Moi, je prends la culture de notre façon, quand la France avait des problèmes. C'est là qu'on met les standards culturels. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire du cinéma américain qui a envahi la France. On a inventé l'exception culturelle française. Mm-hmm. C'est pas dans les années 80, je crois. Ça. Oui, c'est une expression, je ne sais pas quand ça date. Mais... Oui, bon. Et après, quand il y a l'immigration, les problèmes, tous les discours des politiques, que j'y suis en ce moment, et la culture, la France, je ne dis plus nous, les Français, il n'y a plus de culture. Donc le mot culture, ça a été banni. Voilà, merci. Alors je crois que l'exception culturelle française, c'était, quelqu'un peut m'aider peut-être, ça concernait des films, ça concernait le fait de ne pas soumettre aux lois du marché un certain nombre de produits culturels. Dans les accords internationaux, dans les accords commerciaux, voilà. La culture était mise à part. Voilà. Alors j'ai pas compris quelle relation vous faisiez entre cette mesure, qui est une mesure partielle, et avec un problème d'immigration. Un problème de crise, d'abord, quand il y a une crise, il y avait une crise du cinéma, d'un seul coup, alors que la France, quand même, c'est un pays du cinéma, quand même. Oui, de culture, oui, en effet. L'exception culturelle, c'est-à-dire la production française, les sujets français. C'est ça ce que je voulais dire. Et vous y voyez une forme de domination, c'est ça? Voilà. Ah oui, non, moi je ne serais pas du tout d'accord avec vous. Oui, mais justement, ils disent que l'exception française. Des gens revendiqués, des acteurs, des intellectuels, Jacques Lang, machin, tout ça,
de ces années. Moi j'étais étonné que la France, qui se prend pour l'universalisme, machin, l'exception française. Donc attention, la France a des barrières, la culture, ça reste comme on n'a pas d'ouverture sur d'autres cultures. C'est comme ça que je dis. Oui, mais ce qui menaçait la culture française, là, c'était pas le contact avec d'autres cultures, c'est plutôt une logique commerciale très appauvrissante. Donc, C'est unique du livre, par exemple. oui, voilà. Le fait de soustraire aux lois du marché actuellement les locaux de certaines librairies, un peu tardivement malheureusement. Enfin, moi, si c'est ça l'exception française, universalisme dominateur, je signe favorablement, excusez-moi. Mais c'est un travers professionnel. Dire que c'est plutôt l'exception française au libéralisme absolu. Ouais, on va dire Plutôt culture, qu'à autant. la culture. Ça n'a rien à voir avec la culture. L'exception culturelle française. Oui. D'ailleurs, le réseau des cinémas d'arrêt d'essai, les financements des productions permettent aussi à des cinémas étrangers relativement minoritaires d'être connus et diffusés. Donc ça fait partie de l'exception française. Donc c'est, me semble-t-il, un universalisme comme celui que je décrivais avec ma définition de la culture au type 3, c'est-à-dire quand même quelque chose qui met en relation les différentes cultures, pas de manière très simple, avec des tensions. Donc vous avez là un plaidoyer pour l'exception française. Je suis désolée. Alors moi, si j'ai bien compris, c'est que l'identité culturelle, en fait, elle n'est pas donnée. Elle part de quelque part. Il y a un passé, il y a un travail de mémoire à faire. Et puis elle se construit quand même au présent dans le dialogue avec cette ouverture aux différentes communautés. Et si j'ai bien compris, c'est justement ce dialogue-là qui rend possible cette construction actuelle d'une identité qui deviendrait le fondement de nos démocraties contemporaines. Nos démocraties auraient pour finalité de permettre ce dialogue et cette construction d'une identité culturelle à plusieurs. Peut-être, oui. En tout cas, ce que ça nous amène à penser, c'est la dénaturalisation des communautés. Parce que dès qu'on fait un peu d'études historiques, sociologiques ou anthropologiques, on s'aperçoit que beaucoup d'identités culturelles sont des identités qui sont solides éventuellement, qui sont riches, mais elles sont inventives, elles sont même inventées. Les problématiques souvent supposent insidieusement une sorte de naturalité de l'existence de communautés, qui est en fait souvent une recréation, ou une création, une invention. Voilà. Et souvent un mythe, oui, par exemple le roman national, mais il y a aussi beaucoup de communautés qui se réclament d'une tradition, qui sont en fait des communautés, je parle de l'espace occidental, qui se sont réinventées elles-mêmes. Mais si on prend au sérieux la théorie du multiculturalisme, enfin quand je dis si on le prend au sérieux, c'est-à-dire si on prend au sérieux cette idée même de monade, est-ce qu'aujourd'hui, une de nos grandes difficultés, elle ne serait pas là, c'est-à-dire justement dans la difficulté du dialogue? Est-ce qu'on n'est pas confronté aussi à des logiques communautaires, par exemple sur le problème de la femme, qui fait que tout d'un coup, il n'y a plus la possibilité de faire quelque chose en commun, quoi. Alors je ne dis pas que la possibilité, elle n'est pas là, mais en tout cas, peut-être que c'est cette tension-là que tente de mettre en évidence. Alors la tension ne peut pas se résoudre, bien sûr. Moi, je suis assez zimélienne, c'est-à-dire il y a une tragédie malgré tout. C'est-à-dire on comprend, on ne comprend pas. Donc, à mon avis, il n'y a pas de situation définitivement pacifique à rêver de manière utopique. Donc, néanmoins, donc, il faut se départir de l'idée de communauté naturelle fermée sur elle-même, qui sont une sorte de recréation. Toutes les collectivités, par exemple la nation française, c'est quelque chose d'inventé au XIXe siècle par les historiens, par Michelet. C'est un récit, alors qui n'est pas un récit mensonger, mais qui est la sélection d'éléments du passé, de nos ancêtres les Gaulois, à l'histoire de notre monarchie, qui s'est exprimée au XIXe siècle en sélectionnant des éléments d'une histoire passée pour asseoir une identité. Alors nos modernes idéologues, pour certains, ou des penseurs communautariens voulant légitimer des communautés restreintes,
suppose qu'elles sont là depuis toujours, de manière immémoriale, et ne considèrent pas l'aspect imaginaire, mythique, bricolé. Ça ne veut pas dire que ça leur enlève de la valeur à nos communautés, mais elles sont terriblement bricolées dans l'histoire humaine. Et donc, il y a actuellement une sorte de naturalisation, et dès qu'on gratte un peu, on s'aperçoit qu'il y a un très intéressant ouvrage, mais là je vais toucher des sujets bruyants sur le halal, en France. J'ai oublié son auteur, qui est une historienne sociologue, qui montre que en fait, cette pratique en France a été inventée récemment en tant que pratique communautaire. Il y avait très peu, c'était très peu pratiqué, très peu revendiqué, en France en tout cas. Donc la première chose à déconstruire à mon avis, pour d'une part être peut-être un peu plus, enfin éviter la guerre civile et être un peu plus clair intellectuellement, c'est de dénaturaliser les communautés, c'est-à-dire d'éviter de projeter la définition de type 2 ethnologique, ethnographique, qui a eu son heure de gloire et qui était très riche parce que il existait des espaces complètement isolés et indépendants sur la Terre, ce qui n'est plus le cas actuellement. Donc il n'est pas sûr que ces groupes, c'est le but des citations de Lévi-Strauss, n'étaient pas eux-mêmes en relation, et également, c'est ce qu'a dit Patrice Botaudière tout à l'heure, ils n'étaient pas absolument stables. Mais disons, c'est quand même des sociétés froides. Nous sommes pris dans un espace historique global qui fait que toutes les sociétés sont chaudes. Et à l'intérieur de cet espace historique global, il y a des micro-communautés qui se prétendent immémoriales et aussi stables que les communautés de type 2 que l'ethnographie étudiait, et c'est faux. Ça brouille la discussion politique. Ce qui ne veut pas dire qu'on va négliger l'identité culturelle, ou qu'on ne va pas respecter les croyances, etc. Mais c'est le mode de ce respect qui est en discussion. Alors, le multiculturalisme pense que, enfin certains en tout cas, suppose que notre travail en démocratie est de rendre compatibles les communautés en reconnaissant la spécificité des droits culturels, c'est-à-dire éventuellement, par exemple, la polygamie ou les tâches différentes des femmes qui vont plus être un choix personnel des femmes, parce qu'après tout, on peut décider de rester à la maison et de faire de la tarte aux pommes jusqu'à la fin de ses jours, c'est très bien, mais plutôt une imposition communautaire. Alors la question ensuite est très tendue, malgré l'aspect élégant des débats en philosophie politique, parce que c'est le statut des droits de l'homme, c'est le fait d'avoir un universalisme, c'est-à-dire non, même dans telle tribu africaine, on n'existe pas, parce que c'est contraire au respect de l'intégrité physique, à l'égalité entre les sexes, donc c'est absolument impossible. Donc je pense que la discussion autour de cette tension est trop pauvre, parce que la mise en doute de l'identité culturelle des communautés actuellement existantes, par exemple dans l'espace français, n'amène pas à nier l'existence de ces communautés, mais à essayer de les considérer autrement, peut-être. Et aussi de mettre en doute cette idée que la démocratie va pouvoir simplement constituer un espace de coexistence des différentes communautés. Je ne pense pas que ça soit possible, et en théorie, ça n'est pas non plus le but de la démocratie. Mais bon, vous voyez beaucoup de tâtonnements dans mon propos parce que ces questions sont difficiles et j'essaie de ne pas apporter des réponses caricaturales. Bien qu'on puisse le comprendre, je sois plutôt du côté de l'universalisme, sous réserve, par précaution et sous bénéfice d'inventaire et de travaux ultérieurs. Par rapport à la discussion, mais je repose la question, c'est peut-être une question de compréhension ou alors il y a quelque chose que je n'ai pas compris, c'est quand vous proposez d'utiliser la distinction de Ricoeur entre ipse et idem pour essayer de réfléchir à la notion d'identité culturelle, si j'ai bien suivi, l'idée, ça serait de penser les cultures, l'identité culturelle, par la notion d'ipséité, donc l'idée d'une unité narrative de cette culture par un ensemble finalement de récits, etc. Mais au moins à l'échelle d'un individu, il est clair que l'ipséité ne fonctionne que s'il y a une identité, c'est-à-dire il faut d'abord un corps identifié par des caractéristiques tout à fait. pour que après ensuite ce corps ait une histoire. Or, quand on passe sur le terrain de la culture, il est plus difficile d'identifier un corps justement, et ça fait partie des grands problèmes classiques, ça veut dire mais qu'est-ce que c'est qu'une culture? Donc le truc c'est que si on ne peut pas déjà identifier une culture au sens du idem, de la mêmeté, on ne va pas pouvoir indiquer c'est une remarque intéressante. Donc, finalement, à la place d'avoir un problème, on se retrouve en fait maintenant avec deux problèmes. C'est-à-dire d'abord identifier la culture et ensuite savoir comment quelque chose comme une culture peut évoluer. Sachant qu'il est clair que l'évolution des idées, c'est quand même... Ça pose un problème théorique évident. C'est-à-dire qu'une idée ne change pas. Soit c'est elle, soit c'en est une autre. Mais
Enfin, vous- Une idée ne change pas aussi. C'est-à-dire que les critères de changement pour les idées ne sont pas les critères de changement pour les objets physiques, quoi. C'est-à-dire, Non, on mais prend un individu, bon, l'emploi de Ricoeur ici, c'était juste pour casser un peu, pour indiquer qu'il fallait se diriger vers une définition peut-être un peu différente ou un peu plus riche pour mettre en péril un peu le face-à-face, subjectivité moderne et identité culturelle. Après, bon, c'est sagace en effet, parce que qu'est-ce qui constitue... C'est vrai qu'un individu, il y a une identité objective de départ, même si ensuite elle est complètement transformée. Une communauté, prenons la communauté arménienne, où bon, c'est une communauté de présence quand même physique sur un territoire dû à un événement historique absolument grave. Ensuite, effectivement, il y a une structuration par le récit, par la déploration, par la vie entre soi, par un tas de choses. Qu'est-ce qui construit au départ une communauté? Souvent un événement aussi, quelque chose qui est de l'ordre objectif, la communauté des Polonais du nord de la France, immigration de travail, conditions économiques, assimilation par le travail dans un cadre politique et sociétal précis, c'est le point de départ. Ensuite, il y a beaucoup d'éléments qui tiennent aux cultures d'origine, à la vie politique du moment de constitution. Enfin, je pense que c'est assez complexe. Enfin, merci de votre remarque. Je pensais aussi à des gens peut-être un peu comme Kripke ou comme Cavell qui ont repris de Wittgenstein l'idée d'une sorte de scepticisme vis-à-vis des groupes culturels, quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas d'emblée si l'autre fait partie ou pas de notre culture et qu'en fait on est sans cesse un peu en train de chercher à savoir si oui ou non on appartient au même groupe, quoi. Et c'est vrai qu'un des points communs finalement des multiculturalistes comme des universalistes, c'est d'avoir une sorte de présupposé de la réalité des cultures qui surprend peut-être un peu au fond, parce que c'est quand même, les choses sont évidemment moins tracées que ça, et savoir si oui ou non on a la culture française ou la culture bretonne ou la culture universelle de l'humanité entière, c'est des questions qui doivent se poser, il me semble aussi. Oui, ce scepticisme, c'est assez intéressant, mais en fait, oui, c'est intéressant pour un individu moderne, universitaire, mais je pense que maintenant, nous avons un problème politique vraiment brûlant, qui est un problème de la présence de communautés complexes et parfois radicalisées, et je pense que ça dépasse l'interrogation sceptique sur ce qui appartient à une communauté. Moi, c'est ce que je pourrais faire par rapport à moi-même, cette interrogation, est-ce que j'appartiens vraiment à, etc. Mais là, je pense qu'on est devant un problème politique qui est un peu différent, qui doit être différemment formulé. Donc, c'est... Voilà ce que je peux vous dire. Je pense que je formule des hypothèses aussi dans une préoccupation. Vous essayez de parler fort? D'accord. Moi, ce qui m'a intéressé, justement, ça répond un petit peu à ce que vous venez de dire, c'est que vous avez dit que si l'éthique, c'était très important pour l'appartenance à quelque chose. Et dans ce que vous dites, quand vous dites qu'avec les problèmes politiques qu'on peut voir, effectivement, moi, je me sens plus proche parce qu'il y a une certaine éthique les orientations éthiques auxquelles je crois. Il y a des communautés qui sont, pourtant, on va dire, dans un voisinage proche de où je suis, que je pourrais rejeter. Parce que moi, je fais référence à des valeurs éthiques que j'ai par rapport à d'autres, et que ces valeurs-là, elles m'amèneront à me dire, non, je ne peux pas faire partie de cette communauté-là. Même s'il y a d'autres signes qui pourraient dire qu'il y a une appartenance presque de fait, mais ça, non. Parce que pour moi, c'est important. D'accord, donc vous notez que, de fait, Oui. il y a des différences de valeurs, Oui. qui, quelle que soit la position générale qu'on puisse prendre, finalement, c'était une remarque de Patrice Bétroder tout à l'heure aussi, qui disait oui, j'admets, mais en même temps, pour moi-même, je peux concrètement être amené à rejeter. Oui, c'est un fait. Mais ça, c'est une question de philosophie pratique, c'est-à-dire comment me comporter dans l'espace politique et social. Oui. C'est ça qui est important aussi. Oui, tout à fait. Qui fait après la vie quotidienne. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui ont immigré à cause de ces valeurs éthiques de leur pays d'origine. À cause, vous voulez dire? Ces valeurs éthiques qu'ils ont, qu'on ne peut pas partager avec eux.
même dans les pays d'origine, il y a par exemple, du point de vue politique, du point de vue croyances religieuses, du point de vue obscurantisme religieux, il y a des gens qui ont fui leur pays à cause de ça. Et, De fait. oui, et comme étant francophones anglophones, n'oubliez pas que le rôle de la francophonie, il y a beaucoup de gens qui écrivent en français en Afrique. Mhm. Là, je vous conseille dans le Salon du Livre de Paris, l'invité d'honneur cette année sur le Maroc, il y a à peu près 100 écrivains qui sont venus du Maroc, par exemple. Donc il y a beaucoup de gens qui parlent français que les Français eux-mêmes ici. Il ne faut pas oublier ça. Ça c'est ce que j'ai appelé la culture ethnique. C'est qu'on prend, comme disait la charia, elle a dit, c'est un butin de guerre. L'Algérien, il a dit, le français c'est un butin de guerre. Et il y a d'autres qui le prennent comme un amour, pas comme un butin, un amour de la langue française, parce que vraiment très belle langue. Les gens rêvent beaucoup plus, écrivent beaucoup plus en français que dans leur propre langue maternelle. Et là c'est très important. Et un truc aussi que le Canard a révélé il y a quelques années, quelqu'un du Canard est rentré dans une FNAC, il cherchait un livre qui a été écrit par un Nord-Africain. Ben, il lui dit non, c'est littérature étrangère. Vous vous rappelez de cet article dans le Canard? J'ai fait l'expérience, j'ai cherché Mohamed Khaireddine, le Marocain, il est mort, il m'a dit non, il a littérature étrangère. Et ça, c'est quand même. Écrivent en français, littérature étrangère, vous voyez, c'est la FNAC. Hein. Ah. Bon, ben, on condamnera la FNAC. Madame. La pratique des choses, pas sur le registre philosophique, mais sur le registre pratique. Puisque vous avez l'air de dire que le multiculturalisme, de par son essence même, présente des dangers versus universalisme, mais ça ne peut pas être plutôt un outil pour discuter ou établir des règles communes avec des communautés qui de toute manière nient la portée universalisme de notre pensée générale. C'est ce que j'ai pensé longtemps, mais malheureusement, je ne le pense plus. Parce qu'en fait, on se retrouve face à un dilemme, c'est que de toute manière, sur certaines communautés fermées, ce que ne sont pas toutes les communautés, on ne peut pas discuter à partir du moment où le principe d'universalisme est complètement nié. Donc, il faut bien un outil de communication avec ces communautés-là. C'est la loi, par exemple, la loi, l'obligation d'éducation, un certain nombre d'obligations égalitaires à l'intérieur du système scolaire. Je pense que c'est ça. Moi, longtemps, j'ai pensé qu'en effet, c'était un instrument de dialogue, le multiculturalisme. J'avais un étudiant chinois, il y a une quinzaine d'années, qui me disait « Les droits de l'homme, c'est occidental ». Je me disais « Oui, il faut considérer la diversité ». Il était étudiant à Sciences Po Paris. Je me disais « Bon, peut-être c'est un point de vue ». J'avais lu beaucoup Joseph de Metz, donc tout ça était... Puis je pensais que c'était une possibilité de dialogue, donc j'admettais ces exposés anti-droits de l'homme avec relativement d'indulgence, mais je ne suis plus du tout. Je pense que la situation s'est tendue et que, de fait, les communautés se radicalisent, se ferment et que puisqu'on parle pratique, beaucoup de tentatives de dialogue, finalement, on propose ça, on propose encore autre chose et finalement tout y passe. C'est vrai que moi le voile à l'université ça me dérange pas, j'ai longtemps soutenu le fait que peu importe, enfin franchement pourvu qu'on voit le visage des gens, il n'y a aucune incidence d'avoir un jean taille basse ou un foulard sur la tête, mais bon, j'étais hier dans un jury justement à Creil et je vois qu'on oblige les jeunes filles à ôter le voile, mais j'ai vu aussi toutes les pressions, je vois toutes les pressions ponctuelles, et je me dis que en fait, plus on permet de dispenser de piscine, plus on permet d'avoir le voile jusqu'à la porte, plus non, je pense qu'il faut affirmer de manière plus franche un certain nombre de valeurs, quitte à le faire de manière indulgente, d'admettre mais je crois qu'il faut les affirmer, et donc le multiculturalisme qui dit soyons démocrates, essayons de contenir dans un unique espace politique l'ensemble des collectivités. Il faut dire que non, il y a des choses
qui ne sont pas possibles. Voilà, pas possibles sur notre territoire, dans notre système juridique. Enfin, c'est ma réponse, qui est un peu triste. Je suis désolée. Allez-y. Est-ce que l'envie d'uniformisation à l'excès, ça n'a pas un effet inverse de refermement des communautés ? La proposition d'universalisation, c'est-à-dire l'universalisation dans nos sociétés, c'est très souvent l'anomie de la société de masse. Donc si nous avons le dilemme anomie de la société de masse ou communauté, et d'ailleurs je pense que les identités communautaires naissent à l'intérieur de la société de masse, ce ne sont pas justement des communautés traditionnelles. Donc c'est dans ce cadre-là qu'elle... Alors si en fait on pense que l'universalisme c'est la liberté individuelle des sociétés de masse et la solitude devant son écran, je pense que ça n'est pas possible. Si l'universalisme c'est la proposition de valeurs, éventuellement de valeurs républicaines, avec ces deux vecteurs importants que sont l'éducation, la réflexion, la culture, hein, alors l'universalisme a un sens et même une certaine consistance, bien que ça soit justement un antidogme, ce n'est pas un dogme. Donc c'est une capacité de réflexion, d'éducation et de culture qui passe par les professeurs ici présents, l'enseignement de philosophie éventuellement. Donc il faut éviter, me semble-t-il, d'opposer les communautés cocon aimable, c'est pas sûr qu'elle le soit, hein, et puis ce qu'on considère comme la liberté contemporaine, c'est-à-dire l'anomie dans une société de masse. Je fais ce que je veux dans un zapping ou dans un pointage consumériste. Mon grand cheval de bataille personnel, mais je suis très très peu audible, hein, c'est l'idée que l'universalisme, c'est une proposition de valeur, peut-être de valeur assez particulière, comme la culture, l'apprentissage du raisonnement, du débat, du respect de points de vue différents, de l'argumentation, de la connaissance, de culture savante, historique, sociologique, de diversité, de points de vue complexes, et de possibilité de les comparer. Pour moi, c'est ça l'universalisme. C'est très, très optimiste. L'uniformisation, c'est vrai que ça requiert peut-être de préciser ce que ça veut dire l'universalisme, c'est-à-dire effectivement peut-être que ce à quoi s'opposent les communautés ou entrent en réaction, c'est peut-être moins face à l'universalisme ou à cette sorte de... peut-être c'est le cas, mais sur les cas un peu extrêmes dont vous parliez, où il y a une tension entre les droits de l'homme, en fait, une morale c'est quand même un peu plus universelle, et certaines pratiques qui valident des formes de domination. Mais en dehors de ces cas un peu limites, est-ce que ces communautés ne s'opposent pas plus à l'uniformisation, en fait, et que comprendre ce dont vous parlez aussi, la société de masse, est-ce que c'est pas un particularisme qui s'uniformise et qui s'étend là, pour le coup, j'ai dit un peu de mal de François Julien, mais il a écrit un livre que je trouve assez intéressant sur la différence entre l'universel, entre uniforme et le commun. Et qui est assez intéressant. Oui, c'est bien. Oui. Et peut-être quand même l'universel, c'est davantage une sorte de matrice, accepter d'entrer dans un décentrement sans forcément savoir où ça mène, en fait, sans avoir une définition a priori de ce que c'est, et ce qui peut-être a conduit à des sédimentations comme les droits de l'homme ou à des choses comme ça. Donc, c'est pas très clair ma remarque. Mais, c'est pas grave. Voilà, je suis pas spécialiste de ça. Effectivement, je pense que l'universalisme il serait peut-être plus acceptable si enfin, deux conditions, c'est qu'on fasse bien la différence entre uniformisation et extension en fait, d'un particularisme abstrait, comme des règles de fonctionnement économique qui peuvent écraser, déposséder de sa vie, et aussi par rapport aussi aux formes sédimentées du décentrement, c'est-à-dire que le décentrement conduit à des formes qui se cristallisent, mais voilà, on peut aussi considérer que c'est davantage un processus en fait, l'universalisation. Certainement, puis c'est un processus complexe. Universalisme, là, je l'ai utilisé et je ne devrais pas, selon en fait la fixation idéologique des personnes qui critiquent l'universalisme.
comme un phénomène abstrait, général, etc. Alors je pense que le travail à accomplir maintenant, pour moi en tout cas, c'est de préciser ce qu'est un républicanisme, et évidemment pas le vieux machin du 19e, l'universalisme, évidemment pas 3 textes sortis de leur contexte et participant des morceaux choisis de philosophie. Donc je pense qu'il faut donner une consistance aux valeurs modernes et les retravailler parce qu'elles sont employées dans un contexte différent de celles du 18e ou du 19e siècle, et elles méritent d'être questionnées, à mon avis. Je ne pense pas qu'on puisse faire retour à une définition simple, mais je pense néanmoins qu'on peut proposer, plus qu'opposer, une matrice. Et d'ailleurs, on le voit, j'étais justement dans un lycée de zone difficile hier, il y a malgré tout beaucoup de lycéens, de gens jeunes qui adhèrent sans vraiment comprendre, mais se raccrochent aux institutions, à l'émancipation par la culture, à l'émancipation par la réussite, à la philosophie, au débat, à l'activité citoyenne, de manière un peu confuse. Mais je pense qu'il faut leur proposer à la fois de définir ces notions, aussi de les pratiquer. Il doit y avoir une proposition. Je pense que notre malaise communautaire est dû au fait de l'absence, l'ossification des institutions républicaines, l'absence de proposition. Il y en a encore un peu au lycée. Le lycée tient, à mon avis. Mais le collège est assez vide, franchement. Si vous avez des enfants au collège, vous le savez. Les propositions sociales et politiques ne sont pas très fortement identifiables. Le langage communautariste, par contre, est très audible. Et il est clair, il est séduisant, et il est vivant. Mais les valeurs de l'universalisme ne le sont guère. Donc c'est ce que je regrette. Le jacobinisme, c'était une variante du fascisme. Oui, on trouve ça. Bon, j'ai écrit un livre sur l'extrême droite, donc j'ai lu beaucoup de blogs extrémistes. Donc je trouve ça, c'est un propos très très fréquent, avec dans beaucoup mais ça n'a pas de valeur philosophique ni même politique au sens noble et large. Mais c'est très répandu. Oui. Ça m'a quand même posé question, ça m'a amené à réfléchir, parce que je trouve que le clivage, il existe. Il y a un clivage communautaire. Mais même dans un pays comme la France, il y a des clivages entre le monde rural. Enfin, moi, j'habite dans un petit village qui vote à 47%, 50% extrême droite. Il y a un clivage. Quand on vient à Orléans, on a l'impression de franchir une frontière, franchement. Et donc, pour moi, le fait que ce soit un État dirigé d'en haut, ça nie tout ça aussi. C'est pour ça que je trouve que la réflexion... Alors on peut estimer qu'il faudrait quelque chose de plus de démocratie participative, c'est-à-dire un mouvement social qui viendrait... Ou alors, c'est la position que je défendrais, mais je ne suis pas très certaine qu'elle soit défendable, une plus forte présence institutionnelle partout. Parce que vous trouvez ni cinéma, ni librairie, ni activité internationale. C'est la France périphérique, comme dit d'ailleurs quelqu'un dont se sert beaucoup l'extrême droite, Guilly. Donc c'est des zones abandonnées finalement politiquement, institutionnellement, culturellement surtout. Il n'y a pas une association sur 30 km. Donc tout ce maillage social du républicanisme qui passait par les écoles primaires, par les associations culturelles, par toute une série d'activités n'existe plus. Dans un rayon de 20 km où on est, on peut toujours trouver quelque chose de qualité, que ce soit en musique, que ce soit, il y a des choses comme la danse qui sont beaucoup plus... mais il y a des choses, c'est pas ça, c'est au niveau de ce qu'est la gestion économique, je dirais. C'est-à-dire sa vie quotidienne, de faire des courses, de s'adresser à la poste, enfin c'est tout ça qui disparaît. La culture, elle est relativement privilégiée. Parce qu'il y a des gens qui s'y attellent. Il y a des bénévoles qui sont très efficaces et qui veulent... Pas vraiment partout. J'ai des exemples en tête. De petits villages de la forêt d'Orléans. Oui, bon, c'est... Mais malgré tout... Oui, mais attendez, je trouve que c'est une question intéressante, c'est-à-dire une faible présence institutionnelle, de fait. Donc c'est l'idée de service public, mais vous savez, cette idée de service public...
sa mise en cause est partie de think tanks, l'idée de réforme de l'État, d'amaigrir les services publics, de les considérer comme coûteux, fautivement coûteux, me paraît un raisonnement qui est devenu une évidence, mais moi je ne suis pas sûre, je ne suis pas pour la dépense somptuaire inutile, mais je ne suis pas sûre, parce que c'est le New Public Management, c'est-à-dire toute activité doit être rentable. Il n'est pas rentable d'amener l'électricité à une ferme isolée, il n'est pas rentable d'avoir une ligne de car et de chemin de fer pour un village de 20 personnes, il n'est pas rentable d'amener chez les personnes âgées les journaux ou la poste, c'est en rien rentable, le service public n'a pas à être rentable. Donc, en plus dans des villages comme ça de périphérie, enfin de rural, on met en fait des gens qui sont déjà dans une détresse psychologique. On les met dans un village où il n'y a rien. Personne ne les met, mais ils sont amenés à s'y installer, oui. C'est pas cher, hein. Oui, voilà. Donc voilà, donc souvent s'ils n'ont pas de voiture, là c'est vraiment, voilà, c'est l'enfermement, c'est vraiment assumé. Quand c'est des familles où il y a des détresses psychologiques, il n'y a pas les structures qu'il faut pour faire les groupes de parole, etc. Enfin, nous, moi, je le vois comment ça se dégrade, parce que voilà, ces gens-là, on les met dans un endroit où forcément, alors que s'ils sont dans une ville comme Orléans, etc., il y aura des structures qui vont quelque part les aider, que là, il n'y a plus rien. Je tiens juste à vous dire qu'on doit libérer la salle à 18h. Je suis désolée. La discussion est passionnante, mais voilà. On a des contraintes, j'ai envie de dire, institutionnelles aussi. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier beaucoup, Madame Grange, et puis à tous ceux qui sont intervenus aujourd'hui. Merci de la belle journée que vous nous avez offerte. Merci beaucoup. T'as vu ça? C'est pas beau la vie?